mots d'accueil assez courts avant de passer la parole au professeur Bernard Goltz, puis aux orateurs. D'abord pour vous remercier d'être venus si nombreux sur un thème qui est un thème qui a longtemps été jugé comme assez polémique en psychiatrie, c'est-à-dire au fond l'organicité entretient des rapports avec la psychiatrie qui sont complexes, on pourrait dire ça un peu comme ça. Et donc à plusieurs, nous sommes réunis pour organiser cette journée, donc avec le réseau européen maladies rares et psychiatrie, que j'ai le plaisir de présider, avec l'association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, dont le président est Bernard Goltz, avec le centre maladies rares à expression psychiatrique et schizophrénie précoce de la Pitié-Salpêtrière, que coordonne le professeur David Cohen et que dirige, dont est responsable le docteur Angèle Consoli, et avec le groupe de recherche Institut de psychiatrie, mais on est nombreux pour faire ça, coordonné par le professeur Marie-Odile Krebs. Et donc nous avons choisi ce thème pour deux raisons, parce qu'il y a au fond deux voies d'abord sur cette question psychiatrie et organicité. La première voie d'abord est assez simple, c'est au fond celle qu'on pourrait appeler la façon pragmatique de voir les choses. Il y a des patients en psychiatrie qui présentent un certain nombre de pathologies organiques qu'il convient de traiter. C'est du bon sens, c'est du service rendu aux patients, et il est important qu'on les connaisse et qu'on sache les chercher, et quand elles sont traitables, qu'on puisse faire quelque chose pour les patients. Et même quand il n'y a pas d'ailleurs de traitement, c'est important pour les gens de savoir, dans leur identité d'une certaine façon, de savoir s'ils ont une pathologie particulière identifiable. Et c'est d'autant plus important que nos patients en psychiatrie, on le sait, le fait d'être étiqueté patient psychiatrique est une perte de chance pour bénéficier d'examens somatiques et d'explorations diverses. Et donc, du coup, il y a vraiment chez ces patients un besoin important. Et ça, c'est vraiment la première façon d'aborder le problème. Ensuite, la question des pathologies organiques, c'est un peu plus que ça. Et vraiment, je souhaiterais que dans cette journée, on puisse également aborder cette dimension. C'est au fond, quelle est la place de l'organicité dans les pathologies psychiatriques. Bien sûr, on est tous d'accord et on sera tous d'accord, ça ne fait plus débat, il y a un substratum organique ou des associations de pathologies organiques dans l'essentiel des maladies psychiatriques. Tout ça se passe dans le cerveau qui est une grande base organique par elle-même. Ça, c'est une évidence. En même temps, on sait aujourd'hui que le fonctionnement psychique, la façon dont on est, la façon dont on se développe, parce que moi je suis psychiatre de l'enfant et de l'adolescent, est sous influence très diverse, et qu'au-delà des aspects génétiques, des aspects biologiques, des aspects immunologiques, il y a des aspects bien sûr qu'on appelle environnementaux, souvent de manière assez large comme ça, mais qui recouvrent une foultitude d'événements, de modes de vie, d'interactions, et au fond tous les stimuli qu'on va pouvoir recevoir dans une journée, dans une vie entière, qui sont innombrables, voire même une infinité. Tout ça fait au fond un peu référence à la question de la plasticité cérébrale, qui fait que, quoi qu'il en soit, que la journée soit une réussite, ce que je souhaite ou pas, vous n'aurez pas le même cerveau en partant qu'en arrivant. Il y aura eu des modifications. Et toutes ces modifications sont extrêmement multiples, sont sous influences très diverses, et bien sûr l'organicité a une place, mais pas uniquement, et donc beaucoup d'autres aspects. Ce qui fait que du coup, en s'intéressant aux pathologies organiques, on s'intéresse à une partie de ces modifications qui nous donne des pistes pour conceptualiser des modèles, mais qui ne sont pas des modèles qui ont vocation à être universels. C'est une piste. D'autres pistes peuvent être amenées par des modifications psychologiques, psychiques, drainées par des événements externes. Et à ce moment-là, c'est un autre modèle. Et puis au fond, c'est en mettant tout ça ensemble qu'on pourrait avoir un modèle plus complexe, qui soit à la fois un modèle de développement et un modèle de fonctionnement psychique.
Donc c'est ces deux aspects, ces deux voies de compréhension de la question de l'organicité, cet aspect pragmatique, pratique, de soins des patients et cet aspect de compréhension, de modélisation du fonctionnement psychique que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui avec des intervenants prestigieux. Donc je remercie au passage d'avoir accepté de participer à la journée, tant sur les aspects organiques que sur les aspects psychiatriques. Et donc, encore une fois, je vous remercie d'être présent. Je passe la parole maintenant au professeur Bernard Goltz, qui est président de l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, partenaire de cette journée. Bernard. Merci beaucoup Olivier et merci à toi d'avoir pris l'initiative de l'organisation de ce colloque que je crois vraiment tout à fait important. Voilà, tu l'as fait au nom de la section, en partie au nom de la section française de l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, qui est énergiquement présidée par Lisa Houss, je ne sais pas si elle est déjà là, et dont Mario Speranza et Jacques Dayan sont parmi d'autres, des membres extrêmement actifs. Merci à eux tous. Et d'ailleurs, j'en profite pour proposer aux plus jeunes d'entre vous de vous inscrire en flot serré à la section française de l'Association européenne, parce que c'est important, comme je vais essayer de vous le dire. Voilà, merci aussi à Marira, la secrétaire de l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescence, sans laquelle l'organisation matérielle de la journée aurait été tout à fait impensable et impossible. C'est la personne qui est en train de prendre des photos, là, au premier rang. Elle est vraiment plus que précieuse pour nous tous. Voilà, et moi, je dirais simplement quelques mots d'ouverture, donc en tant que président de la EPEA. Alors, très, très cursivement, rassurez-vous. Alors d'abord, bien entendu, comme le titre de l'association l'indique, la psychopathologie constitue l'objet central des travaux de l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. La psychopathologie est encore enseignée dans les facultés de psychologie, mais de moins en moins dans les facultés de médecine, ce qui est vraiment plus que regrettable. Car la psychopathologie nous est indispensable pour mieux comprendre l'organisation interne des troubles mentaux et pour pouvoir faire des choix thérapeutiques véritablement adaptés à chaque patient. En 2014, un article signé par Stangelini et Boom, les éditorialistes du British Journal of Psychiatry, s'intitulait d'ailleurs « Psychopathology as Basic Science of Psychiatry », rappelant ainsi que la psychopathologie se devait à nouveau de représenter le cœur de la psychiatrie, la main dans la main avec les avancées extraordinaires des neurosciences, bien évidemment. La psychopathologie est donc très précieuse, elle demeure épistémologiquement très moderne, pour peu qu'elle soit résolument plurielle, c'est-à-dire non seulement psychanalytique, mais aussi cognitive, systémique et développementale. On en aura bien sûr un aperçu aujourd'hui. Alors, quelques mots rapides à la suite de ce que vient de dire Olivier sur psychiatrie et organicité. Les associations entre troubles psychiatriques et certaines maladies organiques posent une question de fond, de savoir si l'on a affaire à une simple corrélation statistique, à une génétique commune ou à une comorbidité de type mixte, somatique et psychique. Même si à Necker, nos collègues pédiatres s'inscrivent dans une certaine tradition monogénique, les liens entre psychiatrie et organicité nous invitent à recourir à un modèle polyfactoriel, qui est d'ailleurs en quelque sorte l'héritier lointain du concept freudien de séries complémentaires. Le modèle polyfactoriel repose sur l'hypothèse de deux lignes de facteurs, des facteurs primaires de susceptibilité et des facteurs secondaires de décompensation, ces deux lignes de facteurs étant elles-mêmes de nature polyfactorielle, c'est-à-dire impliquant chacune de ces deux lignes des facteurs endogènes et des facteurs exogènes, toujours simultanément présents, mais selon des équilibres variables, donnant lieu à une équation éthiopathogénique spécifique de chaque enfant, de chaque sujet, de chaque histoire clinique. D'où quatre problématiques qui découlent tout naturellement de cette hypothèse d'un modèle polyfactoriel. Je ne fais que les poser. Les facteurs primaires de nature génétique renvoient-ils à une génétique causale ou seulement à une génétique de susceptibilité, pour reprendre le terme proposé par Philippe Gorwood, qui met en avant la difficile question non mendélienne de l'héritabilité des traits complexes et des processus d'interaction épistatique. Deuxième question, le modèle polyfactoriel fait-il la place à une causalité de type interactive,
et pas seulement à une causalité de type organique ou à une causalité de type psychique. Troisième question, le modèle polyfactoriel nous permet-il de repérer des facteurs qui, selon les situations cliniques, peuvent jouer soit comme des facteurs primaires de risque, soit comme des facteurs secondaires de décompensation, et je pense ici aux carences chez les enfants, qui sont parfois, mais pas toujours, autistisantes. Quatrième et dernière question, pour moi aujourd'hui, le modèle polyfactoriel, enfin, n'est-il pas le mieux placé pour fonder une authentique psychopathologie développementale qui puisse mettre en dialectique dynamique des facteurs éthologiques internes et des facteurs éthologiques externes, mais qui puisse surtout repérer l'impact de difficultés instrumentales et corporelles sur la constitution du monde interne de l'enfant et sur l'agencement de ses séquences maturatives psychiques. Voilà, pour conclure, je dirais que lorsque nous parlons de modèles, la question est en fait de savoir aussi si ces modèles sont valides, c'est-à-dire validés au sens expérimental du terme, ou seulement utiles, ce qui est déjà très important en soi, notamment en matière de stratégie thérapeutique. Validité ou utilité ne sont pas tout à fait sur le même plan. Je pense que ce point sera au cœur de nos discussions d'aujourd'hui, et c'est un point crucial, notamment dans le champ des pathologies autistiques, pour lesquelles le modèle polyfactoriel, même s'il n'est pas prouvé, a d'ores et déjà le grand avantage de nous conduire vers des prises en charge multidimensionnelles. Voilà, je m'arrête là-dessus, et encore une fois, merci à tous les organisateurs de cette journée.